Dans cette section, on va parler des fonctions cosinus et sinus. Un petit rappel du cosinus et sinus. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on cherche le cosinus d'un réel alpha, donc un angle alpha, on représente l'angle sur le cercle trigonométrique. Et après, le cosinus de alpha, ça va être l'abscisse, d'accord, du point M. Et sinus alpha sera l'ordonnée du point M. Donc, le cosinus et le sinus sont bel et bien des fonctions. Parce que je vous rappelle, c'est quoi une fonction? C'est un transformateur. Il transforme des variables d'entrée, x, en variables de sortie, f de x. Par exemple, g, qui associe à chaque x, x au carré moins 1, est une fonction. H, qui associe à chaque x, racine de x divisé par x au carré plus 2, est une fonction. Donc, on transforme des valeurs d'entrée en valeurs de sortie. Et c'est exactement ce que fait le cosinus et le sinus. Il transforme des variables d'entrée alpha en variables de sortie cosinus alpha ou sinus alpha. Donc on peut définir la fonction cosinus qui est définie sur R. On peut calculer le cosinus de n'importe quel réel parce que tout simplement, si on prend un réel quelconque, on peut toujours le représenter sur le cercle trigonométrique et on peut trouver le cosinus et le sinus. Donc cosinus est défini sur R. Et les valeurs de sortie, comme on a démontré dans les propriétés, est toujours comprise entre moins 1 et 1. Comme vous voyez ici, donc ici on a moins 1 et 1. Donc si on représente n'importe quel réel, on est sûr que le cosinus sera compris entre moins 1 et 1. Et à chaque x, on associe cosinus x. Pareil, sinus est défini sur R, donc l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des réels. Et sinus x est toujours compris entre moins 1 et 1. Parce que comme vous voyez, sinus est toujours entre moins 1 et 1. On avait déjà démontré que quel que soit x appartient à R, cosinus de x plus de pi égale à cosinus x, et sinus de x plus de pi égale à sinus de x. Et on peut voir ça facilement sur le cercle trigonométrique, tout simplement parce que x et x plus de pi sont les mesures du même angle. Essayons de voir ça sur le cercle. Donc j'ai représenté l'angle x. Je rappelle que la mesure de l'angle en radians représente la longueur de cet arc, d'accord? Donc comme si ici on a 0, d'accord? Ici on a x. Essayons de chercher x plus de pi. Qu'est-ce qu'on a dit? De pi est un tour entier. Donc ici on a x. Donc si on fait un tour entier, on retrouve le même angle. Donc on va trouver le même cosinus et le même sinus. On déduit que les fonctions cosinus et sinus sont 2π périodiques, comme on a vu dans le cours consacré aux généralités sur les fonctions numériques. On a aussi démontré que quel que soit x appartient à R, cosinus moins x égale à cosinus x, et sinus de moins x égale à moins sinus x. Et on peut voir ceci facilement sur le cercle trigonométrique. Donc si ici on a x, ici on a moins x, donc on est dans le sens opposé au sens direct. Et clairement, cosinus de moins x, ça va être cosinus x, et sinus de moins x, l'ordonnée, égale à moins sinus x. Je vous conseille d'aller regarder les sections précédentes si vous avez des difficultés à comprendre ceci. On déduit que la fonction cosinus est paire et la fonction sinus est impaire. Maintenant, essayons de tracer les graphes de la fonction cosinus et sinus. Maintenant, comme les deux fonctions, donc cosinus et sinus, sont 2π périodiques, on peut limiter l'étude des deux fonctions sur un intervalle de longueur de π. Et dès qu'on trace le graphe sur un intervalle de longueur de π, il suffit d'appliquer des translations et on trouve le graphe sur tout l'ensemble des réels. Donc, considérons l'intervalle moins π, π, donc cet intervalle est de longueur de π. Donc, si on fait π moins moins π, on trouve 2π. Donc, on va essayer de tracer le graphe de la fonction cosinus et sinus sur cet intervalle et on peut déduire facilement le graphe des fonctions cosinus et sinus sur l'ensemble des réels. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas simplifier davantage l'étude? Remarquez bien, la fonction cosinus est paire. Donc on sait que le graphe sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la fonction sinus est impaire, donc on sait que son graphe sera symétrique par rapport à l'origine. On déduit, au lieu d'étudier les deux fonctions cosinus et sinus sur l'intervalle moins π, π, il suffit de les étudier sur l'intervalle 0, π. Je récapitule. Donc on étudie les fonctions cosinus et sinus sur l'intervalle 0π. On trace le graphe sur l'intervalle 0π. Maintenant, comme la fonction cosinus est paire, donc elle sera symétrique, le graphe sera symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Et comme la fonction sinus est impaire, donc le graphe sera symétrique par rapport à l'origine O. Donc grâce à la parité, on peut déduire le graphe sur l'intervalle moins pi, pi. Et comme l'intervalle est de longueur de pi, et les deux fonctions cosinus et sinus sont 2π périodiques, donc il suffit d'appliquer des translations sur le graphe. Et on peut facilement déduire le graphe sur l'ensemble des réels. Je vous conseille d'aller revoir le chapitre consacré aux généralités sur les fonctions numériques si vous avez des difficultés à comprendre ceci. Donc intéressons-nous à l'intervalle 0π et essayons d'étudier la monotonie des fonctions cosinus et sinus sur cet intervalle. Pour cela, il nous faut les dériver. Il faut savoir dériver les fonctions cosinus et sinus. Eh bien, vous devez les apprendre par cœur. Quel que soit x appartient à R, la dérivée de cosinus x égale à moins sinus x, et la dérivée de sinus x, donc sinus prime de x, égale à cosinus x. Maintenant, essayons de chercher ensemble une méthode pour apprendre ces deux formules. Qu'est-ce qu'on a dit? Le cosinus, on le lit sur l'axe des abscisses, d'accord? Donc ici, on a 1, donc cosinus x, on écrit. Ici, on a moins 1, donc moins cosinus x. Et on lit le sinus sur l'axe des ordonnées. Ici, on a 1, donc sinus x. Et ici, moins sinus x. On avait dit aussi que le sens direct était le sens anti-horaire. Donc les angles dans ce sens sont positifs, dans le sens inverse sont négatifs. Et bien sachez que la dérivée, d'accord, se fait dans le sens opposé au sens direct. Donc le sens direct, c'est dans ce sens. Et quand on dérive, dans le sens inverse. Remarquez bien, la dérivée de sinus x, ça va être cosinus x. D'accord? Comme vous voyez ici. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de moins sinus x, ça va être moins cosinus x. La dérivée de moins cosinus x, ça va être sinus x. Et ainsi de suite. Donc toujours, le sens de la dérivation, c'est dans le sens opposé au sens direct. Retournons maintenant à la monotonie. Donc pour étudier la monotonie de cosinus et sinus, il va falloir étudier le signe de cosinus et sinus. Et je vous rappelle qu'on travaille sur l'intervalle 0π. Donc essayons de le représenter sur le cercle trigonométrique. Clairement, ici on a 0, ici on a pi sur 2, et là on a pi. On commence maintenant par la fonction cosinus. Donc la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc on va étudier le signe de sinus sur l'intervalle 0π. Clairement, sur l'intervalle 0π, comme vous voyez ici, le sinus est toujours positif. Donc on est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le sinus sera positif, donc la dérivée sera tout le temps négative sur l'intervalle 0π. Donc la dérivée de cosinus x sera négative sur l'intervalle 0π parce qu'on a moins sinus x, d'accord? Sinus est toujours positif, mais au point 0, donc si on cherche l'ordonnée, on va trouver 0, d'accord? Et au point pi, si on cherche l'ordonnée, d'accord, de cet angle, on va trouver 0. Donc sinus 0 égale à 0, sinus pi égale à 0. Donc la dérivée s'annule en 0 et en pi. On déduit que la fonction cosinus sera décroissante sur l'intervalle 0π. Maintenant, cherchons ensemble l'image de 0 et l'image de pi. Donc cosinus 0. Donc 0, il est là. Cherchons son cosinus, ça va être l'abscisse. Clairement, le point 0, l'abscisse, ça va être 1. D'accord? Donc cosinus 0 égale à 1. Et maintenant, intéressons-nous au point pi. Donc l'abscisse du point pi, ça va être moins 1. Donc l'image de pi égale à moins 1. Passons maintenant à la fonction sinus. Donc on sait que la dérivée égale à cosinus x. Donc intéressons-nous au cosinus x sur l'intervalle 0π. Clairement, le cosinus sera positif sur l'intervalle 0π sur 2. Comme vous voyez ici, si on cherche l'abscisse, on est toujours de ce côté, donc c'est positif. À pi sur 2, si on cherche le cosinus, on va trouver 0. Et sur pi sur 2, pi, d'accord, le cosinus est tout le temps négatif. On déduit que la dérivée du sinus, qui est égale à cosinus, est positif sur l'intervalle 0π sur 2. Donc 0π sur 2, c'est positif. S'annule en pi sur 2. Donc en pi sur 2, cosinus égale à 0. Et sur l'intervalle pi sur 2 pi, donc pi sur 2 pi, le cosinus est négatif. Essayons maintenant de chercher ensemble les images de 0, pi sur 2 et pi. On commence par sinus 0. Donc 0, elle est là, d'accord? Donc si on cherche l'ordonnée, on va trouver 0. Donc sinus 0 égale à 0. Pi sur 2, donc sinus de pi sur 2, ça va être l'ordonnée, donc égale à 1. D'accord?
Et pi, si on cherche l'ordonnée, on va trouver 0. Donc, essayons maintenant de tracer les graphes de la fonction cosinus et sinus sur l'intervalle 0pi. On sait que les fonctions cosinus et sinus sont comprises entre moins 1 et 1, donc on ne va pas dépasser ces points. Commençons par la fonction cosinus. Donc la fonction cosinus, elle est décroissante sur l'intervalle 0pi. Donc ici, on a 0 l'origine, donc ici, on a pi, donc la fonction sera décroissante. L'image de 0 égale à 1, l'image de pi, d'accord, égale à moins 1, et on a les dérivées, la dérivée de cosinus s'annule en 0 et en pi. Donc on sait, ici on aura des tangentes horizontales. On déduit le graphe de la fonction cosinus sur l'intervalle 0pi. Donc on sait que l'image de cosinus pi sur 2 égale à 0. Donc si vous cherchez l'abscisse de pi sur 2, vous allez trouver 0. Passons maintenant à la fonction sinus. Donc la fonction sinus, elle est croissante sur 0 pi sur 2. Donc 0 pi sur 2, elle est croissante, d'accord? Et sur pi sur 2pi, elle est décroissante. Donc l'image de 0 égale à 0. L'image de pi sur 2 égale à 1. Et l'image de pi égale à 0. La dérivée du sinus s'annule en pi sur 2. Donc ici, on aura une tangente horizontale. Maintenant, le problème, on ne sait pas l'allure de la courbe au voisinage de 0 et de pi. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? On ne sait pas. Il nous faut la dérivée. Donc, on sait que la dérivée de sinus, ça va être cosinus. Donc, la dérivée au point 0, ça va être cosinus de 0. Or, on sait que cosinus 0 égale à 1. Donc, si on cherche l'abscisse de 0, on trouve 1. On déduit que la courbe de sinus admet une tangente de coefficient directeur égale à 1. Et si on cherche pour pi, on va trouver moins 1. On déduit facilement la courbe de la fonction sinus sur l'intervalle 0pi. Maintenant qu'on a tracé la courbe de cosinus et sinus sur l'intervalle 0pi, grâce à la parité, on est capable de la tracer sur l'intervalle moins pi, pi. Donc commençons par la fonction cosinus. On a dit que la fonction cosinus est une fonction paire. Donc, par définition, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On déduit la courbe de la fonction cosinus sur l'intervalle moins pi, pi. La fonction sinus est une fonction impaire, donc elle sera symétrique par rapport à l'origine. On déduit la courbe de sinus sur l'intervalle moins pi, pi. Maintenant qu'on a pu tracer les courbes sur l'intervalle moins pi, pi, qui est de longueur de pi, et comme cosinus et sinus sont deux pi périodiques, on peut facilement déduire le graphe sur l'ensemble des réels. Il suffit d'appliquer des translations sur le graphe, ou en d'autres termes, reproduire la même allure partout. Vous voyez maintenant l'importance de la parité et de la périodicité de la fonction cosinus et sinus. Grâce à ces deux propriétés, on a pu réduire l'ensemble d'études sur un petit intervalle 0pi et après on a déduit le graphe sur l'ensemble des réels.